Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances va revenir, je pense, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Je voudrais tout d'abord partager avec vous, avant d'attaquer le sujet du jour, une pensée émue pour les 5 enfants et les 5 adultes qui ont péri dans l'incendie de Vaux-en-Velin avant-hier, et en particulier pour leurs familles et leurs proches. Nous y voici enfin, oserais-je dire, réunis pour le dernier vote sur ce budget 2023, dans un hémicycle certes visiblement très clairsemé, pour doter la France en ce premier jour de vacances de Noël de son budget pour l'année prochaine. Je le prends pour un très bon signe et un très beau cadeau pour nos concitoyens. Je veux dire en effet tout le soutien des députés démocrates à ce projet de loi de finances, construit parfois avec difficulté, mais toujours dans le souci de l'intérêt général, quel que soit le banc d'où viennent les contributions au débat. Ces crédits s'élèvent à 455 milliards d'euros. Nous le soutenons d'abord parce que c'est un budget qui protège efficacement nos ménages, nos entreprises et nos collectivités contre la hausse des prix de l'énergie et l'inflation de manière générale. Nous avons ainsi prolongé le bouclier tarifaire pour ceux d'entre eux qui ont le plus grand besoin. Ce dispositif a d'ores et déjà permis de limiter l'inflation de plus de 3 points en 2022. C'est grâce à ce choix que la France est le pays de la zone euro où l'inflation est la plus faible aujourd'hui, où le pouvoir d'achat a été le mieux protégé. Nous agissons aussi, contrairement à ce qui a été dit, pour les collectivités, dont nous avons entendu les difficultés. À l'initiative de ma très chère collègue Lise Magnier et de l'ensemble du groupe Horizon, nous avons ainsi transformé le filet de sécurité créé par cette même Assemblée en juillet, en filet de soutien. Le dispositif, recentré sur les seuls prix de l'énergie, leur a aussi été ouvert, notamment via la suppression de la condition de baisse de l'excédent brut de fonctionnement. Nous saluons également l'amortisseur pour les prix de l'électricité à destination des PME et des collectivités qui ne peuvent bénéficier du bouclier tarifaire. Nous serons à vos côtés pour son déploiement, Madame la Première ministre, et si besoin, pour l'adapter aux besoins de nos PME. Elles sont à notre écoute constante. Nos bouchers, nos boulangers, nos pâtissiers, nos poissonniers, nos artisans ont besoin de notre soutien et ils nous trouveront toujours à leur côté dans les temps de houle, comme dirait mon collègue Jimmy Pain. J'ai moi-même participé il y a quelques jours, comme ma collègue Louwagie, à une rencontre avec les députés de la Vienne, tous mes collègues de la Vienne, avec les artisans du département, à la CMA, autour de sa présidente, pâtissière elle-même, du préfet et de représentants de la DGFiP, en présence du directeur général du plus gros énergéticien de notre département, à une rencontre de clarification du dispositif que nous avons décidé de mettre en place à leur attention. Et je salue ici tous les efforts de dialogue et de simplification qui l'ont allégé, afin d'accélérer le transfert des montants attendus le plus rapidement possible vers les entreprises. Toutes les aides que j'ai citées et les autres mises en place en parallèle sont nécessaires pour réduire les effets néfastes de la hausse des prix de l'énergie afin de préserver notre tissu productif. L'État joue ainsi parfaitement son rôle protecteur, atténuant le choc de cette hausse en la lissant dans le temps. Toutes ces aides, si elles sont nécessaires dans le contexte inédit que nous connaissons, ont un coût important à court terme. Pour le groupe démocrate, les finances publiques sont un enjeu primordial de souveraineté et de prospérité. Cependant, nous avons aussi la conviction qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui du soutien indéfectible aux ménages, aux collectivités et aux entreprises. La conviction que les abandonner maintenant nous coûterait bien plus cher à long terme par la destruction de pans entiers de notre appareil productif. Néanmoins, compte tenu de l'état de nos finances publiques et de l'épée de Damoclès de la dette qui plane au-dessus de nos têtes, nous ne pouvons pas nous exonérer de tout effort en la matière. Nous devons adopter une véritable trajectoire de rétablissement d'un équilibre des comptes publics, comme le propose la loi de programmation des finances publiques, chère à notre cher Gabriel Attal, et plus encore, nous y tenir. Ce PLF n'est pas seulement un PLF de réponse à la conjoncture,
C'est aussi un vecteur important de notre politique. En témoigne par exemple la suppression en 2 temps de la CVAE qui doit améliorer la compétitivité de nos entreprises et partant développer l'emploi. Je ne vous listerai pas tous les bons côtés de ce budget, mais je voudrais m'arrêter un instant en tant que rapporteur spécial au sein de la Commission des finances sur celui de l'agriculture. Notre vision pour l'agriculture est simple, et ce n'est pas le ministre Fesneau qui me contredira. La souveraineté alimentaire française passera par la protection des agriculteurs et des agricultrices, et surtout de leurs revenus, l'adaptation de la ferme France au changement climatique et une transformation des pratiques agricoles. Ce PLF est en premier lieu celui de la mise en œuvre de la loi de l'assurance récolte, une révolution copernicienne où l'État remplit sa part avec ce budget qui sécurise la contribution de 560 millions d'euros de la solidarité nationale, une véritable réassurance pour les acteurs du monde agricole. Les députés démocrates vous ont ainsi proposé un ensemble d'amendements fiscaux qui vont dans cette direction, comme la prorogation de la déduction pour épargne de précaution ou encore l'augmentation du plafond de l'exonération pour la transmission des terres agricoles à 500 000 € en échange d'une prolongation de la durée de détention. La transmission et l'installation de nouveaux agriculteurs, souvent bien formés et non issus du milieu agricole, seront au cœur du pacte loi d'orientation agricole. Nous serons à vos côtés, monsieur le ministre Fesneau, vous le savez, sur ce sujet. Excusez-moi, j'ai un début de rhume, j'ai du mal à parler. Au-delà de l'exemple de l'agriculture, nous avons aussi pu engager de nombreux débats dans le cadre de ce PLF. Je pense en premier lieu à la question de la fiscalité du capital, notamment s'agissant des plus-values immobilières en zone tendue. Nous n'avons pas réussi à vous convaincre totalement sur ce sujet. Nous continuerons d'y travailler, en nous inspirant de ce qui peut être fait dans d'autres pays européens. Nous sommes confiants de vous voir un jour rejoindre nos constats et nos propositions. Ce PLF a aussi été marqué, comme chacun sait, par le débat sur les superprofits. Nous avons, avec le président Mattei, proposé un amendement permettant de taxer non pas les profits, mais leur distribution, que ce soit par dividende ou rachat d'actions. Car le problème n'est pas tant le profit, nous l'avons bien entendu, mais ce qui en est fait. Le profit est vertueux, en fait, s'il est réinvesti, par exemple dans la transition écologique, ou redistribué aux salariés, ou en hausse de salaire. Ce n'est pas l'approche qui a été choisie, nous le regrettons. Nous continuons d'être persuadés que la taxation des superdividendes est juste économiquement et socialement. Je voudrais toutefois saluer, car l'Europe, c'est l'ADN des députés MoDem et démocrates, comme vous le savez, l'adoption des dispositifs sur lesquels les États européens sont entendus en septembre dernier. La taxation des superprofits des superprofits des énergéticiens et la contribution sur les rentes inframarginales permettront de lever environ 10 milliards d'euros, finançant une part importante des mesures de soutien aux ménages et aux entreprises que nous avons votées. Nos débats ont été certes un peu perturbés par le recours, comme beaucoup l'ont mentionné, à l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution et le calendrier un peu particulier auquel ces 5 recours et ces 5 motions de censure qui ont suivi nous ont contraints. Je voudrais ici tout particulièrement m'arrêter sur les critiques aussi récurrentes qu'injustes à l'égard du fameux 49.3 et répondre peut-être à certaines allégations de mes collègues. J'ai eu la chance d'être invité en septembre dernier au musée de la tapisserie d'Aubusson. Bon, vous étiez avec moi, là, pour fêter les 101 ans d'un illustre ministre socialiste du président Mitterrand, que vous connaissez tous, premier conseiller de la Cour des comptes. Je veux parler d'André Chandernagor, né dans ma belle ville de Civray, dans la Vienne, et fils de commerçant comme moi. Pendant près de 2 heures, devant un parterre de 200 personnes, micro en main et confortablement installé dans un fauteuil, il nous a raconté sa vie par le détail, et en particulier la rédaction, à 2 mains, avec Michel Debré, de l'article 49.3 de la Constitution du 4 octobre 1958. L'alinéa qu'il avait conçu et prévu
qu'ils avaient ensemble conçu et prévu justement dès l'écriture de la Constitution de la Ve République, non pas pour piétiner l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Giraud, mais au contraire en anticipation des situations de majorité relative, pour permettre à notre État de continuer à fonctionner dans les cas où le débat ne permettrait pas d'aboutir à un consensus. Et une fois sa démonstration terminée, 101 ans, hein, pendant 2 heures, il parle. Une fois sa démonstration terminée, tendant sa main vers moi, là, qui était dans le public, il ajouta avec le brin de malice qu'on lui connaît, « Toi, tu ne vas pas tarder à en avoir besoin ». Il n'était pas devin, mais sans doute prémonitoire. La situation actuelle répond exactement à l'esprit qui a guidé le Constituant de 1958. Une situation où parfois, aucune majorité absolue ne se dégage à l'Assemblée. Mais il faut pouvoir avancer. En un mot, le 49.3 est là pour permettre à l'État de fonctionner dans une situation de majorité relative, comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Nos constitutionnalistes de 1958 étaient tout simplement très avisés. Ainsi, chacun aura compris, comme nous pouvons le voir dans de nombre de démocraties autour de nous, que le consensus ne peut s'obtenir que si chacun arrive autour de la table avec des marges de négociation. Comme je l'ai connu moi-même en Scandinavie, le travail doit toujours être fait en amont. Si chacun pense qu'il détient seul la vérité et n'accepte aucune main tendue ou offre alternative, alors le 49.3 sera à nouveau le seul outil permettant de faire avancer la France. Je veux rester optimiste. C'est un rapport d'étonnement d'un député qui n'a que 6 mois d'existence. Je veux rester optimiste pour la majorité comme pour les oppositions. Nul doute que le travail de fond qu'on a réalisé en commission depuis 6 mois dans cette nouvelle mandature, et là je remercie et le rapporteur général et le président de la commission des finances, j'ai appris avec eux, nul doute que ce travail qu'on a réalisé en commission mais aussi en séance, comme nous venons de le voir sur la loi sur l'accélération des ENR ou la LOPMI, nul doute que tout ce travail permettra dans les exercices à venir de légiférer par plus de consensus, permettant ainsi à plus de débats d'aboutir, d'aller jusqu'au bout et à de lois d'être votées. Avec des concessions de la part de tous, c'est indispensable, mais avec une seule et unique boussole pour chacun, l'intérêt général des Français. Typiquement, le consensus, on l'aura, j'espère tous, par exemple, demain après-midi, tous ensemble derrière les Bleus. Je pousse un peu le trait, mais on doit pouvoir arriver à des choses. Chers collègues, plus sérieusement, il faut un budget à la France. Et aujourd'hui, il faut ce budget à la France, celui que nous allons voter tous ensemble, que nous avons voté tous ensemble. Nous en sommes unanimement convaincus chez les démocrates, car il répond aux besoins de nos concitoyens pour faire face au ralentissement économique, à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Madame la Première ministre, vous avez notre confiance. Nous attendons beaucoup de vous, vous le savez. Vous savez aussi en retour que vous pouvez compter sur le groupe démocrate, modem et indépendant, comme force de proposition et de soutien. Nous ne voterons pas la motion proposée. Je vous remercie.